c'est merveilleux. Vous nous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Sourions Sport. On est ensemble de 18h à 19h30, voire 20h, si affinité, comme on dit souvent. En tout cas, on va passer un bon moment en parlant de sport. On va revenir sur la Coupe d'Europe avec la Ligue des Champions qui avait lieu donc la semaine dernière. On va revenir également sur l'Europa League. On reviendra sur la 6e journée en Ligue 1 qui s'est passée ce week-end et qui s'est terminée hier soir avec OLOM pour la fin de cette 6e journée. On va revenir également sur la Ligue 2 avec ce qui s'est passé du côté du Stade Bonal. Ça ne s'est pas très bien passé pour les Sochaliens de José Manuel Herra avec la défaite contre Orléans 1-0. On aura les réactions des entraîneurs, le résumé. On n'a pas pu avoir de joueurs ce soir. C'est un petit peu compliqué. J'espère que ça sera moins compliqué dans les semaines à venir. On va parler également National 2 et National 3 avec tous les résultats pour nos équipes franc-comtoises, ce qui s'est passé sur les terrains ce week-end. On reviendra également sur ce qui s'est passé en handball car il y a eu un gros... on va dire de beaux matchs dans la capitale comtoise avec le SBF qui recevait Fleury, une rencontre qui a été retransmise chez nos confrères de beIN Sport. Il y avait également, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de réaction ce soir, car quand beIN Sport est présent au Palais des Sports, on n'a pas le droit de filmer et d'avoir de réaction. C'est bien dommage. Après qu'il ne soit plus là, ça serait quand même assez sympa qu'on puisse avoir quelques réactions, mais c'est comme ça. Et ensuite, on reviendra également sur le Grand Besançon Doux Handball qui ce dimanche a battu Boulogne-Billancourt et vous aurez la réaction de Dragan Zovko, l'entraîneur de cette équipe du Grand Besançon Doux Handball. Je crois que j'ai tout dit. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. De retour, ça y est. De retour, ça y est, oui. Fini les vacances de 6 mois, terminé. Terminé, de retour avec nous. Et on est bien content que tu sois là. Moi aussi, parce je suis que ça ravi sera de plus facile retrouver pour le moi. micro. C'est vrai que ça sera plus facile pour moi et c'est mieux à deux. Romain devait être là aussi ce soir, mais il est grippé, donc on le salue bien et on lui souhaite un bon rétablissement. Et je pense que vous avez entendu également, moi aussi je suis grippé, donc j'espère que vous serez indulgents ce soir avec ma voix qui ne sera sans doute pas comme d'habitude. Et on reviendra aussi également sur notre passage du côté de Liverpool. Et oui, la semaine dernière, on était du côté d'Anfield Road et justement, je vous ferai écouter quelque chose. On en reparlera dans quelques instants. Allez, on va retrouver le générique peut-être de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on l'a par ici, le générique? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'on laisse ce beau générique. J'espère quand même qu'on va le retrouver, n'est-ce pas Fred, la Ligue des Champions? Fait, oui. Tu as regardé un petit peu quand même? Tu as suivi un peu? C'est compliqué parce que je n'ai pas RMC Sport. Oui, cette année, Oui, c'est vrai. plus restreint maintenant les retransmissions. Donc, Non, c'est vrai, tu as raison de souligner ça. C'est vrai que le premier match, c'était Liverpool-PSG qui devait être retransmis sur RMC Sport, chez nos confrères de RMC Sport. Et apparemment, il y a eu quelques petits problèmes de retransmission. D'ailleurs, je crois qu'ils ont offert RMC Sport à tout le monde suite à ces problèmes. Aux nouveaux abonnés de Canal 7, puisqu'ils peuvent les avoir par satellite désormais, quoi. C'est ça, on peut avoir, oui, parce que c'est que, la promo, c'est que pour le satellite, non pas pour les box. Voilà, pas pour les box, il faut bien préciser. Peut-être que ça viendra plus dans tous les opérateurs par la suite. En fait, allez, on lance le générique et on en reparle après.
Que c'est beau ce générique, n'est-ce pas Fred? Tout à fait, un très beau générique. Il est magnifique et quand on l'entend en vrai, c'est encore plus beau. Je l'avais déjà entendu il y a quelques années pour la rencontre PSG-Galatasaray, mais là je l'ai encore entendu de nouveau du côté de Liverpool, du côté d'Anfield. Mais avant de revenir sur cette rencontre, on va déjà vous donner les résultats des autres groupes. Avec justement, on commence par le groupe A et c'est le groupe de Monaco avec le Borussia Dortmund qui est allé s'imposer du côté du Club Bruges 1-0 et Monaco pourtant qui menait 1-0 et juste avant la mi-temps, l'Atlético Madrid va marquer par 2 fois et ce sera le score final de 2-1. On va écouter les réactions du défenseur de cette équipe de Monaco, Kamil Glik. Et également du buteur Samuel Grandsir, c'est son premier but en Ligue des Champions, donc c'est quand même un événement important dans la carrière d'un joueur. Je crois après un corner, quand tu prends un but après un corner, une dernière situation de première mi-temps, c'est jamais facile. Pour ça, nous avons besoin de travailler aussi pour cette chose, parce que ce sont les choses qu'à la fin, une Champions League va faire la différence. Sur le plan individuel, c'est une très belle première. Parce que voilà, j'ai marqué mon premier but en Ligue des Champions. C'est vrai que ça va vite quand même. Et voilà, je suis vraiment déçu par rapport aux résultats parce qu'on avait l'impression qu'on tenait tête face à eux au fur et à mesure du match. Au début, on savait que c'était très difficile, on défendait bas. Pourtant, de bas, c'est une équipe qui joue pas très très bien au ballon, mais voilà, qui défend bien et avec beaucoup de contre-attaques, très très décisif. Et là, malheureusement, on n'a pas su être efficace pour marquer le deuxième but. Ils n'ont pas su être efficaces, les Monégasques. Et en tous les cas, ils se sont inclinés à domicile et c'est bien dommage. La prochaine journée aura lieu le mercredi 3 octobre avec Borussia Dortmund-Monaco à 21h. Donc Monaco se déplacera va se déplacer sur le terrain de Dortmund, va voir le mur parce que c'est vraiment un mur qui va se pointer, un mur de supporters bien évidemment, pas un vrai mur qui va voir le jour, mais qui a déjà vu le jour du côté du Borussia Dortmund. En tout cas, c'est une marée humaine impressionnante. On a déjà vécu ça avec Sochaux, quand Sochaux était allé du côté de Dortmund. Ça avait fait match nul de but partout d'ailleurs, en passant. Donc c'est vrai que c'est vraiment impressionnant comme stade. Et l'Atlético Madrid, lui, recevra le Club Bruges à 21h le mercredi 3 octobre également. Et c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce groupe A. On va passer au suivant, c'est-à-dire le groupe B. Là, il n'y a pas d'équipe française avec ce mardi 18 septembre l'Inter de Milan qui a battu Tottenham 2-1 et le FC Barcelone a étrillé le PSV Eindhoven 4-0. Prochaine rencontre le mercredi 3 octobre, Tottenham FC Barcelone à 21h et PSV Eindhoven Inter Milan à la même heure. On va passer au troisième groupe, c'est le groupe C, c'est le groupe qui nous intéresse également car on va retrouver l'Étoile Rouge de Belgrade et Naples qui ont fait 0 partout et on va retrouver Liverpool PSG 3-2, une rencontre où j'étais présent du côté d'Anfield. D'ailleurs je voudrais remercier Patrick car on a vécu un déplacement super bien organisé, donc merci Patrick. Et ensuite, on va revenir sur cette rencontre entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Liverpool qui mène 2-0 et franchement, en première mi-temps, il n'y a rien à dire si Liverpool revient au vestiaire avec 3-0, tellement cette équipe parisienne a joué un petit peu, je ne sais pas, peut-être avec le frein à main ou un peu en mode sénateur, en mode tranquille. Alors que quand on joue en Anfield, quand on joue contre une équipe anglaise, on sait que c'est qu'en face, ce sont des guerriers. Même si moi, personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était un grand Liverpool. Je pense que si Paris avait élevé son niveau, je pense qu'il pouvait mettre plus de buts à cette équipe. Mais pas en jouant de la sorte. Un manque d'envie. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette équipe parisienne. On a vu un Neymar transparent, un Di Maria transparent, un Mbappé transparent également, un Cavani qui a fait 1, 2, 3 appels, puis au bout du troisième appel, il a laissé tomber. Il a vu qu'il n'aurait pas de ballon ce soir. Un très bon Thiago Silva derrière, Meunier également, et également Areola qui a été décisif dans cette partie. Donc Paris arrive quand même à revenir à 2 buts partout, même sans avoir bien joué. Cette équipe parisienne, on sait qu'elle dans les 20-30 derniers mètres, elle peut être très dangereuse car elle va très vite. Et c'est ce qui s'est passé. Elle revient à la marque. Mais voilà, à la toute fin de match, cette équipe parisienne s'est fait surprendre et ça a fini
3 buts à 2. Un mauvais départ pour cette équipe parisienne, mais sans doute qu'elle se reprendra. Alors, avant de vous passer ce qui s'est passé juste en préambule de ce match de Liverpool, on va revenir justement sur la déclaration de Thomas Tuchel, qui lui dit que le Paris Saint-Germain a fait une super première mi-temps. Moi, je ne suis pas forcément de son avis. Et puis, vous pouvez venir réagir au 03 81 50 67 51 si vous êtes soit de l'avis de Thomas Tuchel ou même soit de mon avis. En défaite logique? Non, je ne pense pas ça. Pas du tout. Nous avons une grande occasion avec Julian Draxler de faire un troisième but et peut-être de gagner. Et nous avons joué, à mon avis, un premier mi-temps en top niveau. Et pour moi, c'était pas logique que Liverpool fasse 2 buts et après, la réaction était top. Nous n'avons pas perdu confiance. Et nous avons joué avec courage et avec mentalité. Et c'est comme ça, en deuxième mi-temps, nous avons perdu beaucoup de ballons faciles. Et pour ça, le plaisir était grand. Mais c'est en field. Jürgen, il travaille ici dans 4 années. C'est normal. Et nous avons accepté ça, et ça c'est top. Nous n'avons pas perdu confiance dans la deuxième, nous n'avons pas perdu notre structure. C'était très très bas parce que nous avons perdu des ballons et après ça c'est très 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 facile de fermer des espaces entre la ligne offensive et la ligne en milieu. Mais nous n'avons pas perdu notre confiance et notre structure défensive, c'était top. Et après, c'était possible pour nous de faire un but pour 2-2. Et à la fin, c'est dur, oui, c'est clair, mais pas logique, si tu demandes moi. Alors, pas logique si tu demandes moi. Alors, moi, je pense que c'est logique que Paris s'incline dans cette rencontre. Ils sont déjà bien heureux de revenir à 2 buts partout. Mais la défaite, pour moi, est logique. Quand on vient jouer un match de Ligue des Champions, il faut mettre de l'envie, il faut mettre de l'agressivité dans le bon sens du terme, bien évidemment. Et ce que n'a pas fait cette équipe parisienne, elle a joué un peu comme des sénateurs. Je suis désolé de le dire, mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à réagir. On vous a donné le numéro 03 81 50 67 51. Venez nous dire ce que vous avez pensé, soit de Monaco, soit de Paris ou Lyon. On en parlera juste après. Mais pour moi, cette équipe de Paris n'a pas mis les bons ingrédients. Et surtout, on attend plus de ces grands joueurs que Neymar. On attend plus d'un Neymar. S'il veut être au niveau d'un Messi ou d'un Ronaldo, eh ben, c'est à lui, dans ce genre de match, de prendre les initiatives et d'aller faire ce qu'il faut, être un joueur décisif, c'est-à-dire mettre le but qu'il faut au bon moment. Et je l'ai trouvé très transparent à la fin de cette rencontre. D'ailleurs, même à la fin, il n'est même pas venu saluer les supporters, ni Mbappé d'ailleurs, ce qui m'a quand même déçu, parce que même qu'on ait fait un mauvais match, après ça arrive, on peut faire un mauvais match. Qui n'a jamais fait un mauvais match ou qui n'a jamais est passé à côté de son arc en faisant du sport? Ça arrive, mais en tout cas, ce qui est inadmissible, c'est quand même de ne pas venir saluer les supporters qui ont fait, beaucoup d'heures de bus pour allier l'Angleterre, parce que c'est un périple également. Donc, j'ai pas trouvé ça très sympathique, et j'espère que pour les prochains matchs, ces 2 joueurs viendront saluer. On peut très bien rater sa performance, mais on vient quand même saluer les supporters. Ça s'appelle le respect, tout simplement. Alors, juste avant, dans ce stade de Anfield, tu sais très bien ce qui se passe, Fred, dans le stade de Anfield, avant le début des matchs. Alors, qu'est-ce qui se passe avant le début des matchs du côté d'Anfield Road? Tu ne sais pas? Non, bonne question, ça. Alors, il y a un chant. Les supportrices et supporters de Liverpool entament un chant qui s'appelle « You'll never walk alone », vous ne marcherez jamais seul. Et bien évidemment, j'ai enregistré ce chant, car au moment où il lance le CD, parce que c'est un CD qui est lancé, et ensuite les gens reprennent. Le parquage parisien s'est tu. Tout le monde a écouté avec attention. Je vais vous le remettre ce soir, parce que c'est vrai que quand les supporters ont commencé à chanter, moi j'ai senti ce stade vibrer. Bon, c'est tout ce que j'ai senti du match, parce qu'après j'ai été un peu un club qui s'est voilà des supporters qui savent faire. Oui, après c'est le chant qui est là d'habitude, mais après
Dans le match, l'ambiance, il y en a pas. On m'avait dit qu'en Angleterre, il y en avait un peu moins. C'est vrai, je l'ai constaté en tout cas du côté de Liverpool. Je ne sais pas comment sont les autres stades, mais c'est vrai que le You'll Never Walk Alone a été magnifique. Et ensuite, dans le match, en fait, il n'encourage, il se lève surtout que quand l'équipe de Liverpool est dans les 20-30 derniers mètres. Et après, ça se rassoit. En fait, il n'y a pas de chant tout le long. En fait, les 3000 Parisiens, le parquage parisien a vraiment mis beaucoup d'ambiance dans ce stade. Mais là, on va écouter le You'll Never Walk Alone. Alors, ouvrez bien vos oreilles parce que même quand le CD s'arrête, les supporters, eux, ne s'arrêtent pas. À chanter. Magnifique, hein. Ah, c'est magnifique, oui. Ça donne des frissons quand même, hein. Qu'on aime Liverpool ou qu'on n'aime pas Liverpool, ça met quand même des frissons. Et vous avez entendu les applaudissements, c'est tout le parquage parisien qui, juste à la fin de cet hymne, a applaudi parce qu'il n'y avait pas d'autre de choses. Ça s'appelle le respect. Et, et c'est quand même sympa de le souligner. D'ailleurs, des supporters parisiens et anglais, même si pendant la rencontre, se sont un petit peu injuriés, mais ça fait partie, hélas, du sport. C'est pas forcément très beau à voir, mais ça fait partie du folklore, on va dire, dans une rencontre de football. Mais à la fin, tout le monde s'est applaudi. Les Anglais ont applaudi le parquage parisien et les Parisiens ont applaudi également les Anglais.
Et tout ça, en tout cas, était sympa. C'était une bonne ambiance. D'ailleurs, bien avant la rencontre, on peut s'installer, on peut manger. C'est vraiment une fête et je pense que beaucoup de clubs en France devraient s'en inspirer et ils commencent à s'en inspirer. On le voit du côté de Lyon quand les grands stades arrivent, car c'est vraiment une fête toute la journée. On peut arriver à 15h. Voilà, il y a des animations. Si le match est à 21h, on peut arriver de bonne heure. Oui, c'est ça. Il y a des animations. Il y a une boutique qui est immense. immense. T'as pu prendre quelques emplettes? Oui, t'inquiète pas, j'ai fait mes emplettes. Et non, la boutique est immense. Sur le merchandising, ils ont tout compris, ils ont tout pigé. On trouve de tout, hein, jusqu'au petit porte-clés, jusqu'au stylo. Enfin bref, c'est vraiment... des petits bibelots même. Oui, c'est vraiment axé là-dessus. Les maillots sont moins chers qu'en France, faut le souligner. Les maillots sont un peu moins chers, ils sont à 55 livres, ce qui fait à peu près 60 € en France. Parce qu'il faut savoir qu'une livre, c'est moins cher. Une livre ça vaut à peu près 1,10 €, donc les maillots sont quand même moins chers. Bon, puis après, ils sont en train de faire justement une esplanade à côté avec des choses vertes, ce qui est assez sympa pour les enfants. Il y aura des parcs, vraiment, c'est vraiment une fête. Et je pense qu'en France, il faut s'inspirer de ce modèle-là. Parce que c'est sympa, on était à table, on mangeait avec moi j'avais des petits Anglais à côté de nous qui étaient habillés de la tête aux pieds en maillot de Liverpool, donc oui, c'est une vraie fête, tout le monde est sympa, on parlait entre nous, on disait ça c'est quand les joueurs parisiens, parce que les joueurs parisiens arrivent, on les voit sur grand écran et c'est vrai que on communiait avec eux, mais je veux dire, on discutait avec eux et puis on leur disait ça c'est Mbappé, Neymar, bon ça ils connaissaient déjà, mais les grands joueurs ils les connaissent, mais je veux dire il y a certains joueurs dans l'effectif parisien qui ne connaissaient pas beaucoup, donc on leur disait qui c'était et puis c'était une fête et c'est ça, le sport doit être une vraie fête avant tout, on doit passer un très bon moment. En tout cas moi j'ai passé un excellent moment et je pense que j'y retournerai. En tout cas, le championnat d'Angleterre, c'est vrai que les matchs en Angleterre sont plus divertissants, on va dire. Disons que c'est une vraie fête, quoi. C'est vrai que après il faudra s'en inspirer sans doute du côté de Bonal, mais quand le stade ira mieux. Mais c'est une réflexion à avoir pour tous les dirigeants de clubs. Le foot doit être une vraie fête et on doit pouvoir ce que fait Lyon. Hein. Lyon le fait très bien. Ils ouvrent très tôt les portes. Le stade Vélodrome à Marseille également. Tous les grands clubs ont compris qu'il faut accueillir les gens de bonne heure. Il faut leur proposer des choses aussi pour qu'ils restent dans le stade. Et après, il faut aussi proposer des choses, des boutiques, des choses comme ça pour que les gens aussi consomment à l'intérieur du stade. Et c'est ça le plus important. En tout cas, les Anglais ont tout compris. Et moi, j'ai passé un très très bon moment. En plus, il y a eu des buts. 3 buts à 2, donc ça fait 5 buts dans la soirée, c'est bien. Exactement, c'est assez sympathique. Et je vais garder le You'll Never Walk Alone. Et puis quand on aura un petit moment de déprime, on le met. Voilà, on le remet, puis non mais franchement, ça remet un coup de boost. Ça pourrait faire un deuxième générique à l'émission. Pourquoi pas, ça pourrait être le générique de l'émission. Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, un deuxième, on n'enlève pas le Allez Sochaux quand même. Hein. Non, on n'enlève pas le Allez Sochaux, bien évidemment, parce que... Ça peut être un générique intérimaire. Ouais, quand on a un moment de déprime... Pour la Ligue des Champions, par exemple. Exactement, ça pourrait être assez sympathique. Allez, on va continuer, on va poursuivre sur l'actualité... L'activité de la Ligue des Champions dans le groupe D avec Schalke 04 qui a fait match nul face au FC Porto, 1 but partout, et Galatasaray a battu le Lokomotiv Moscou 3-0 le mercredi 3 octobre à 18h55. Vous retrouverez Lokomotiv Moscou Schalke 04 et également le mercredi 3 octobre à 21h cette fois-ci, le FC Porto recevra les Turcs de Galatasaray. Alors, ça c'est une nouveauté cette saison, c'est qu'il y a certains matchs qui peuvent commencer à 19h. Hein. Oui, après c'est à Moscou, donc ils font peut-être commencer de bonne heure parce qu'il y a peut-être la neige. Ils prévoient peut-être des fois certains matchs qui commencent à 19h aussi. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a beaucoup de matchs qui commencent à 18h55. Tu as raison de le souligner, c'est vraiment une nouveauté cette saison. Dans le groupe E, l'Ajax Amsterdam a battu l'AEK Athènes 3-0 et le Bayern Munich est allé battre Benfica 2-0. Les prochaines rencontres, l'AEK Athènes Benfica à 21h le mardi 2 octobre et le Bayern Munich à 21h également recevra l'Ajax Amsterdam. Ce sera le mardi 2 octobre également. On poursuit cette fois-ci, on arrive dans le groupe de Lyon, dans le groupe F avec le Shakhtar Donetsk qui a fait 2 buts partout face à Hoffenheim. Et Manchester City, qui s'est incliné chez lui, battu par l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais qui menait 2-0 avant que Manchester City ne réduise l'écart. Mais en tout cas, cette équipe de Lyon est venue pour faire un vrai match de Ligue des Champions. Et elle s'est imposée du côté de Manchester City.
c'est quand même pas anodin, car c'est pas simple de s'imposer justement du côté de Man City face à l'équipe de Pep Guardiola. En tout cas, bravo à Bruno Genesio qui a souvent été décrié ces temps-ci, mais ça reste un excellent entraîneur. Eh bien, on va l'écouter tout de suite, Bruno Genesio. Ben, lui, il est fier de ses joueurs, bien évidemment. Et on va écouter également Olas, qui parle justement de Bruno Genesio et de son changement de tactique. Elle nous rend fiers parce que gagner ici, c'est pas permis à tout le monde. Elle nous rend fiers parce que je trouve qu'il y a eu la manière aussi, le contenu. Il y a eu à la fois des attitudes exemplaires lorsqu'on a dû défendre et bien défendre, mais aussi lorsqu'on a dû ressortir les ballons et poser des problèmes à cette équipe. Mener 2-0 ici, avoir une occasion de 3-0, c'est pas tous les jours que ça se produit. Donc voilà, ce qui me rend fier, c'est la performance dans son ensemble et le fait que l'équipe se soit comportée comme une vraie force collective. Mais je sais que mon président est toujours derrière moi dans les moments difficiles. Il a déjà prouvé depuis 2 ans et demi que je suis en poste. Je pense que c'est ce qui nous permet de très souvent rebondir dans ces moments-là. Aussi d'avoir un groupe de joueurs de qualité qui sont aussi derrière nous. Parce que sans eux, on peut mettre en place tout ce qu'on veut, il n'y a pas de performance. Donc, je crois que c'est l'ensemble de choses, l'ensemble de relations qui fait qu'on est tous solidaires, on a tous envie de s'en sortir dans ces moments difficiles. Donc, je pense au derby, gagner 5-0 à Geoffroy Guichard, c'était aussi un grand moment pour le club, mais là, venir gagner ici face à une équipe qui est certainement une équipe favorite pour le titre, champion d'Europe, c'est un grand moment. Je suis très fier de la prestation des joueurs. On a réussi aussi des victoires à l'extérieur. Bon, je crois qu'il a été rappelé que c'était le 253e match de Coupe d'Europe de l'Olympique Lyonnais. On en a gagné plus que l'on a perdu. Mais c'est vrai que ce soir, par la qualité, par aussi l'adversaire, puisque City est vraiment l'une des plus belles équipes avec l'entraîneur le plus mythique. Donc c'était un peu un pied de nez, c'est vrai, ce soir, malgré les pronostics de tous les grands spécialistes, de pouvoir réaliser un match de qualité. Et moi qui ai participé à toute la préparation, il fallait que les joueurs aient un mental de fer parce que bon, ils n'étaient pas donnés favoris. Il fallait que Bruno ait l'idée d'imposer à City un schéma tactique. Et là aussi, c'est un pied de nez absolument gigantesque, énorme, qui a mis en difficulté cette équipe de City parce que non seulement on a marqué 2 buts, mais on a eu beaucoup d'occasions, on a tiré sur le poteau, on a eu la possibilité d'alourdir cette marque, et puis on a eu une équipe d'une solidarité exemplaire, sans faille. Donc oui, c'est une des plus belles victoires de l'Olympique Lyonnais. Belle victoire de l'Olympique Lyonnais, comme dit le président Olas. On va écouter tout de suite la réaction du gardien Anthony Lopez, qui bien évidemment est derrière son entraîneur. Voilà, c'est vrai qu'il a été pas mal critiqué et parfois injustement. Donc voilà, c'est vrai qu'aussi cette victoire, on lui doit énormément. On a réussi à sortir tout ce qu'on avait dans cette soirée et prouver aux yeux de tout le monde que l'Olympique Lyonnais est bien présent et que voilà, on l'a aussi tous fait aussi pour le coach qui voilà, où c'était un peu plus compliqué pour lui. Oui, c'était un peu plus compliqué pour le coach. Et le prochain match, ce sera le mardi 23 octobre. Non, pardon, le mardi 2 octobre. Ça faisait un peu loin. Lyon qui recevra le Shakhtar Donetsk. Et ce sera à huis clos. Premier match du côté du parc OL. On va passer cette fois-ci aux autres résultats dans les autres groupes. Avec dans le groupe G, le Real Madrid qui a battu l'AS Rome 3-0 et le Victor Plzeň qui a fait match nul face au CSKA Moscou, 2 buts partout. Dans le groupe H, cette fois-ci, Manchester United est allé s'imposer du côté de Young Boys de Berne, 3-0. Et la Juventus Turin, on a fait de même du côté de Valence, 2-0. On va s'intéresser cette fois-ci à l'Europa League, car il y a la Ligue des Champions, mais également il y a l'Europa League. Alors dans le groupe A, le Bayer Leverkusen est allé battre Ludogorets Razgrad 3-2. Et le FC Zurich est allé battre l'AEK Larnaca 1-0. Dans le groupe B, le Celtic Glasgow a battu Rosenborg 1-0. Et le RB Salzbourg, les Red Bulls de Salzbourg ont battu les Red Bulls de Leipzig 3-2. Il faudra qu'on regarde, parce qu'il me semblait que quand c'était les mêmes... non, c'était peut-être pas les mêmes actionnaires. Il faudra qu'on regarde ça de plus près. Parce que quand c'est les deux mêmes actionnaires, ils n'ont pas le droit de jouer l'un contre l'autre en Coupe d'Europe.
C'est ça. Alors, on va regarder cette fois-ci dans le groupe C. C'est le groupe des Girondins de Bordeaux qui se sont inclinés au Slavia Prague 1-0, alors que le FC Copenhague et le Zénith Saint-Pétersbourg ont fait match nul, 1 but partout. On va s'arrêter sur la rencontre entre le Slavia Prague et également Bordeaux. On va écouter les réactions de Jaroslav Plazil, le milieu de terrain de cette équipe de Bordeaux, et Younous Sankaré. On est très mal rentré dans le match. On a subi toute la première mi-temps. La deuxième mi-temps, je pense que c'était mieux. On a joué un peu plus haut. On les avait pas trop laissés jouer. Malheureusement, on ne s'est pas créé des occasions pour revenir au score. Il a manqué de justesse technique. Oui, justesse technique et plein d'autres choses comme aller vers l'avant, essayer de se créer des occasions, et c'est ce qui nous a manqué. Est-ce qu'il a manqué de l'envie, tout simplement, un petit peu? L'envie, je pense pas. Après, peut-être sur la première mi-temps, on peut peut-être nous reprocher des choses, certainement. On voulait bien faire, mais on a couru un peu dans le vide et voilà. Comme je disais, on courait dans le vide et ils étaient toujours tout seuls. Donc voilà, on a un peu corrigé ça à la mi-temps et malheureusement ça n'a pas suffi. Du fait logique, vous êtes un peu dur. Après, c'est vrai que c'était un match compliqué pour nous. Je pense qu'on n'a pas bien ressorti les ballons. Il y a eu énormément de déchets techniques. Donc c'est ce qui nous a mis en difficulté dans ce match-là. Mais après, c'est pas une équipe extraordinaire non plus. Je pense que si on était dans un bon soir, on aurait pu les mettre en difficulté. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Younous Sankaré et les Bordelais. On va vous donner justement la prochaine rencontre pour Bordeaux. Ce sera le jeudi 4 octobre à 18h55. Bordeaux recevra le FC Copenhague. Il faudra absolument une victoire pour les Bordelais. On part dans le groupe D avec le Dynamo Zagreb qui a corrigé Fenerbahçe 4-1. Et le Spartak, moi je vais essayer de bien le dire, ça va être compliqué. Tranava, on va dire comme ça, hein. Spartak Tranava, ouais, voilà, c'est ça, a battu Anderlecht 1-0. Ça aussi, c'est une surprise. Dans le groupe E, cette fois-ci, le Sporting Portugal a battu Karabag Agdam. Ça, il me semble que c'est un club d'Azerbaïdjan. Et Arsenal a battu Vorskla Poltava, ça doit être des Polonais je pense, 4-2. On va continuer. Dans le groupe F, Olympiakos et Betis Séville 0-0. Et l'AC Milan est allé battre le F91 d'Udelange 1-0. Pas beaucoup quand même face au club luxembourgeois. Donc le Milan AC, voilà, par la plus petite des marges, 1-0. Dans le groupe G, Villarreal et Glasgow Rangers font match nul, 2 buts partout. C'est le nouveau club à Villarreal de Toko Ekambi, l'ancien Sochalien qui est passé aussi du côté d'Angers. Et le Rapid de Vienne a battu le Spartak Moscou 2-0. Dans le groupe H, l'Eintracht Francfort est allé battre Marseille 2-1. On va revenir sur cette rencontre. Et la Lazio de Rome a battu l'Apollon Limassol, le club chypriote, 2-1. On va revenir sur cette rencontre avec bien évidemment Marseille qui s'incline chez lui. Premier match en coupe d'Europe. Et non, Rennes c'est après. Non, Rennes c'est après. On va déjà revenir sur ce qui s'est passé avec cette équipe marseillaise. On va écouter tout de suite les réactions. C'est sûr que c'est pas une bonne soirée ce soir aussi parce qu'on a perdu Adil rapidement. Et puis du coup... ça a obligé Luis Gustavo à rentrer vite et à faire un match complet. Donc voilà, on a manqué de réussite à tous les niveaux ce soir. Il faudra la forcer dimanche parce que maintenant on ne peut plus rien changer sur ce match-là. Et il faut se concentrer sur de nouveau le championnat et aller faire un résultat à Lyon. Il n'y a que ça qui nous anime maintenant. Donc ça sera sans Adil, oui, vraisemblablement. Je ne sais pas, mais effectivement, il va falloir remplacer Adil. Et si Luis repasse au milieu, il va falloir remplacer Adil et Luis qui sont un peu la charnière centrale des matchs gagnés dernièrement. Donc on verra. Pour l'instant, j'y ai pas spécialement pensé, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est que Douillet a fait une bonne rentrée. Il faut toujours garder le positif, et donc on va garder ça pour la suite parce qu'il va être concerné évidemment. Ça peut pas être une excuse, mais après je pense que notamment sur l'arbitrage, ça aurait pu influencer l'arbitrage. Je pense que ce soir il y a au moins un penalty.
On va pas se cacher derrière ça, mais je pense que sur mon centre, il y a peut-être une main. Sur Flo, je pense aussi. Donc je pense qu'avec si on avait eu le stade plein, avec la pression du public, je pense que l'arbitre elle nous aurait sifflé un des deux. Après voilà, c'est chaud. Après c'est énervant, mais c'est comme ça. On va pas se cacher là-dessus. Bah c'est nul. Faut dire ce qui est, c'est nul. C'est nul. Je trouve pas d'autres mots, c'est nul. Bah, c'est pas des repères, c'est que voilà, quand on passe de jouer devant 50 000 à jouer devant personne, quoi, c'est nul. En plus, la délégation allemande elle était assez nombreuse, donc on avait l'impression de jouer à l'extérieur presque. Quand ils ont marqué le deuxième but, ça a crié, donc c'est frustrant parce que voilà, on aurait aimé jouer après avoir fait la saison qu'on a fait en Coupe d'Europe l'année dernière, on aurait aimé avoir le stade plein ce soir. Maintenant, c'est comme ça, on a pris des sanctions et c'est comme ça. Alors vous avez reconnu bien évidemment l'entraîneur Rudy Garcia, mais également Maxime Lopez qui revenait justement sur le fait que jouer dans un stade où il n'y a pas de supporters, car le stade Vélodrome était à huis clos également, eh bien c'est nul. Oui, je suis assez d'accord avec lui. Je pense quand même quand on est joueur, on a envie d'être supporté. Et c'est sûr que quand le stade Vélodrome pousse, forcément cette équipe marseillaise décuple ses forces. Prochain match pour cette équipe de Marseille, ce sera du côté de Chypre et de l'Apollon Limassol à 21h le jeudi 4 octobre. Donc là, il faudra aussi également s'imposer. Allez, on continue dans le groupe I avec le Racing Genk qui a battu Malmö 2-0 et le Beşiktaş Istanbul a battu Sarpsborg 3-1. On continue dans le groupe J, parce qu'il y a des groupes. Là, c'est une spéciale Coupe d'Europe, bien sûr, dans les semaines à venir, lors de ces Coupes d'Europe, on fera un petit peu moins long. Le FC Séville a battu le Standard de Liège 5-1 et le FC Krasnodar est allé battre Akhisarspor, c'est un club turc, 1-0. Et on s'intéresse dans le groupe K, mais je vais déjà vous donner le dernier groupe, c'est le groupe L avec Chelsea qui est allé battre le PAOK Salonique 1-0 et le Bate Borisov qui est allé battre Molvidi 2-0 également. Et on va s'intéresser cette fois-ci. Oui, Fred. Il y a 12 poules en tout, quoi. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Avec, dans le groupe K, c'est le groupe du Stade Rennais. Rennes qui a battu le FK Jablonec 2-1. Le Dynamo Kiev et le FC Astana font match nul 2 buts partout. On va écouter la réaction de l'entraîneur Sabri Lamouchi. Bon, je vous dis tout de suite que le son n'est pas terrible. C'est ça, les zones mixtes, des fois le son n'est pas toujours de bonne qualité. Et cette fois-ci, il n'est pas forcément de bonne qualité, donc je m'en excuse auparavant. C'est pas compliqué. Il y a un an, j'étais loin d'imaginer que j'allais, avec mes joueurs et mon staff, vivre cette soirée-là et être les premiers à remporter cette victoire avec le Stade Rennais. Le Stade Rennais est un club qui compte et être les premiers à gagner un match de Coupe d'Europe n'est pas rien. On sait à quel point il est difficile déjà de gagner en Ligue 1, mais de gagner sur la scène européenne de plus en plus, j'ai envie de dire. Puis j'en suis évidemment très fier. Et ce soir, même si le stade n'était pas plein, il y avait des ondes positives. On n'y arrivait pas, mais les supporters nous ont portés jusqu'à la victoire. Le son était, j'en suis désolé, catastrophique. Ça a été pris de loin peut-être, si ça se trouve. Non, oui, c'est ça, mais c'est des fois sur Twitter. Sur Twitter, c'est les gens, voilà, exactement, tu as tout résumé, Fred, c'est des gens qui prennent, enfin les gens chargés de la communication qui doivent... Parce que si c'était à la télévision, je pense qu'ils l'auraient mieux entendu. Exactement, c'est ça, ils filment de loin et puis le son, voilà, il n'y a pas de... Quand les entraîneurs sont devant en conférence de presse, les micros sont devant et il n'y a pas de son qui est projeté vers la salle. Donc forcément, le son est de mauvaise qualité. Mais on fait ce qu'on peut. Allez, on va s'intéresser, on va finir avec cette Coupe d'Europe. On en a terminé. On en reparlera bien sûr dans les semaines à venir. Et il y aura de moins en moins de groupes. Ça va commencer à... Une fois que les groupes... la prochaine Ligue Europa, le prochain match. Donc, C'est ça. Allez, on parle de cette 4e journée. On va parler de D1 féminine. On va vous donner les résultats de ce samedi 22 septembre. C'était la 4e journée. Avec l'Olympique Lyonnais qui a battu le Paris FC 5-0. Bordeaux et Fleury 1 but partout. Dijon est allé battre Lille 3-1. Soyo est allé battre Metz 1-0. Guingamp est allé battre Rodez 1-0. Au moins l'équipe féminine elle a une victoire parce qu'on verra tout à l'heure en Ligue 1. C'est pas génial pour Guingamp. Et le Paris Saint-Germain ce dimanche 23 septembre est allé battre Montpellier 3-0. Allez Fred, donne-nous le classement de cette D1 féminine. Au classement, c'est l'équipe féminine de l'OL, donc de Lyon, qui sont en tête ex aequo avec le PSG avec 12 points. 3e Bordeaux avec 7 points.
Et 4e FC Fleury 91 avec 7 points aussi. À égalité de points avec Dijon aussi. SMS qui ferme la marche avec Rodez avec 0 points. Eh bien voilà, c'était la D1 féminine. On va passer cette fois-ci à ce qui s'est passé en Ligue 1 pour la 6e journée. On va lancer tout de suite le jingle. Bon, tu as suivi un peu cette Ligue 1, Fred, cette 6e journée ce week-end. Allez, à peu près. Allez, on commence par ce qui s'est passé déjà ce vendredi avec l'AS Monaco défait, on l'a dit il y a quelques minutes en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid et qui voulait sans doute se rattraper. Elle recevait l'équipe de Nîmes, une équipe de Nîmes qui marche très bien en ce début de championnat. Et c'est Nîmes qui ouvre la marque par Briançon, d'une jolie tête d'ailleurs, la 19e minute de jeu, avant que Radamel Falcao à la 27e minute de jeu n'égalise un but partout. Et on en restera là. Monaco n'a pas obtenu cette victoire. On va écouter la réaction de Samuel Grand-Cyr, justement le buteur en Ligue des Champions. Il dit simplement c'est compliqué en ce moment, mais on va se remettre au travail. Et François Blacard qui lui dit on panique, mais on a eu des bonnes périodes dans cette rencontre. C'est vrai qu'on a fait un peu des mauvais matchs, surtout au début. Mais là, voilà, on voit qu'on arrive quand même à bien reposer le ballon, trouver notre jeu, à se connaître, à avoir beaucoup d'occasions. Malheureusement, le résultat n'est pas encore ici. Mais voilà, on est patient et on sait que voilà, ça va arriver et il faut continuer comme ça à bosser. Non, bien sûr. Mais voilà, comme on l'a dit, voilà, nous, on a un groupe jeune, on a un tout nouveau groupe. Voilà, on essaye de bien se connaître et pour l'instant, là, on voit que ça commence à évoluer. Voilà, contre le match de Atlético, voilà, où malheureusement on perd, mais on fait un bon match. Là aussi, on fait un bon match et malheureusement, on fait le nul alors qu'on pouvait, je pense, gagner. Voilà, c'est vrai qu'il nous manque vraiment des victoires, mais voilà, on va rien lâcher. Mardi, on passe à autre chose et mardi, on va essayer de gagner le match ici à la maison contre Angers. Nous, on connaît notre talent, on connaît notre qualité. Dans le groupe, voilà, maintenant, on sait que ça va arriver. Il faut être patient, comme j'ai dit, et ça va arriver tout doucement. Miraculeux, faut pas exagérer. On aurait peut-être marqué à la fin, peut-être que ça aurait été un hold-up, mais faut pas exagérer. On a eu des bonnes périodes, mais bon, dans les périodes difficiles, c'est toujours un petit peu la même chose. On panique un peu rapidement, mais on a eu des bonnes périodes aussi. Voilà, en première mi-temps, à la fin du match aussi, on a encore quelques possibilités. Moi, je vais pas dire miraculeux, mais je sais pas. Vous l'avez vu d'extérieur, peut-être que c'est un match nul miraculeux. Je pense que Monaco a eu plus de possibilités, de gagner ce match que nous, oui. On est satisfait du nombre de points pris, on est satisfait de notre jeu, même si, comme je l'ai dit, il faut qu'on progresse, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on gagne en expérience. Mais c'est encourageant, ouais, c'est encourageant. Voilà. Après, il faut prendre des points aussi, parce que vous avez raison sur ce que vous dites, mais sur les 4 derniers matchs, on prend que 2 points, donc il ne faut pas non plus sauter au plafond. Faut pas sauter au plafond pour François Blacard. C'est François ou Bernard? Non, je confonds. Ah, c'est Bernard Blacard. Je sais pas pourquoi je mets tout le temps François, décidément. Allez, on va... Oui, voilà, c'est Bernard Blacard. Faudra que je rectifie. Je sais pas pourquoi je veux tout le temps l'appeler. C'est pas la première fois. Hein. Je veux tout le temps l'appeler François, je ne sais pas pourquoi. Allez, ce samedi à 17h, on poursuit cette 6e journée avec Lille qui recevait Nantes. Et c'est Lille qui va s'imposer dans cette rencontre, 2-1. Ça commence vite pour Lille dès la 9e minute de jeu avec José Fonte. Et ensuite, c'est Ikoné à la 68e minute de jeu qui donne un avantage conséquent, 2-0 pour cette équipe lilloise. Avant que Koulibaly à la 82e ne réduise le score 2-1. Mais on en restera là et Lille s'impose une nouvelle fois. Lille fait un meilleur début de championnat que la saison dernière. On va entendre la réaction de Nicolas Pepe qui lui dit on a su rester solide dans cette rencontre. Et Miguel Cardozo, l'entraîneur de Nantes, qui lui reste fier de ses joueurs. Le nul pour lui aurait été plus logique. La saison passée, il ne faut pas se le cacher aussi, à domicile, on était performants, même si on ne gagnait pas, on marquait des buts. Ça s'est vu ce soir, quand on est à domicile, on arrive à être performant, on arrive à être solide, malgré qu'on a encaissé des buts. On a su rester solide
On a fait les efforts tous ensemble pour conserver ce résultat. On ne peut pas dire que Lille a commencé très fort, il y a presque qui a été Lille qui s'est relâché. On peut dire aussi qu'on était capable de faire de l'heure, de les agresser, contrôler les matchs, d'imposer la vitesse, de faire courir sans ballon. Aussi, il est important de donner les mérites à mes joueurs pour le travail qu'ils ont fait au terrain, parce que je crois qu'on a vu une équipe capable. On n'a pas vu une équipe faible, on n'a pas vu une équipe qui n'était pas... ne va pas se battre des premières aux dernières minutes. On a vu les premières 20 minutes, bien sûr, difficiles, mais ça, c'est normal. Nous sommes à jouer contre une équipe qui avait dans ce moment un moment différent du nôtre. Mais on était capable pas de réussir dans les résultats, mais de réussir pour venir au match, pour jouer, pour être capable d'effectivement faire un match de compétir, de compétence. Et je crois que même au final, les résultats, il était en nul. Je crois qu'il était plus, je ne sais pas exactement comment dire, mais il était plus, pas confortable, mais les résultats, certains. Les résultats, oui, Miguel Cardozo, on n'a pas beaucoup en ce moment. Et c'est vrai qu'après la défaite face à Lille, c'est ce que nous rappellent nos confrères de Maxi Foot, la troisième, donc, c'est la troisième défaite du FC Nantes cette saison. Alors, le président Valdemar Kita a mis la pression sur Miguel Cardozo. Alors c'est vrai que l'entraîneur des Canaries a préféré calmer le jeu. Voilà ce qu'il a répondu. C'est normal que le président ne soit pas satisfait, mais il nous a parlé dans le vestiaire. Il a donné toute son énergie, son optimisme. C'est important. Maintenant, si vous attendez de moi une polémique avec le président Kita, il n'y en aura pas. Parlons du match face à Nice. Si je me sens menacé, j'ai la santé, j'ai une vie très stable. J'ai un groupe de joueurs qui se bat jusqu'à la dernière minute, comme à Lille. Alors, c'est vrai qu'il ne va pas falloir que Nantes enchaîne une défaite du côté de Nice. Ça pourrait peut-être déjà coûter la place de Miguel Cardozo, ce qu'on ne souhaite pas. Mais on sait qu'un entraîneur est tenu bien évidemment par l'obligation de résultat. On part cette fois-ci du côté de Montpellier. Ça, c'était pour les matchs qui avaient lieu à 20h. Montpellier qui va s'imposer 1-0, un seul petit but, un but de Gaëtan Laborde à la 35e minute de jeu. Une frappe, le gardien relâche le ballon, Gaëtan Laborde est juste à côté, petit plat du pied, sécurité, tranquille, c'était un but assez facile à mettre, mais des fois c'est les buts les plus faciles qui sont les plus difficiles. Et c'est vrai que cette équipe de Montpellier s'impose 1-0. On va écouter la réaction de Michel Derzakarian qui lui dit il faut féliciter les joueurs lors des bons matchs, et de Patrick Vieira qui lui reproche à son équipe le manque d'envie dans cette rencontre. On a fait un vrai match, voilà, et on a mis beaucoup d'intensité, on est allé chercher très très haut, on les a pas laissés s'exprimer. Ils ont eu juste la frappe d'Attal où Benjamin a fait un bel arrêt. Après il a rien d'autre à faire, quoi. On a tremblé juste sur le coup franc à la fin, et je pense que la victoire elle est amplement méritée avec le contenu qu'on a mis, l'agressivité qu'on a mis. Voilà, il y a eu de très très bonnes choses. Et j'ai bien aimé l'attitude de l'équipe. Voilà. Je pense qu'on les a empêchés de s'exprimer, parce que d'habitude ils mettent leur jeu en place, ils sortent le ballon derrière, on est allé presser très très haut et on leur a pas laissé l'opportunité de nous mettre en difficulté. Et on a été très compact, on a été très agressif, et avec le ballon on a bien mieux utilisé le ballon que sur les derniers matchs, et c'est pour ça qu'on a mis des bons centres. Sur le but, il y a un très bon centre de Ambroise. Et puis, c'est mon deuxième couloir qui met la frappe. Ce soir, au moins, on a joué, on a mis ce qu'il fallait. Et les joueurs se sont lâchés il faut les féliciter. Quand ils font des bons matchs complets, il faut être capable de rééditer tout le week-end. On méritait pas grand-chose sur ce match. On est tombé contre une équipe qui en voulait beaucoup plus que nous. Et après nous, on n'a pas su réagir, on n'a pas su créer quelque chose, on a eu du mal à les mettre en danger. À partir de là, je pense que c'était difficile de rentrer avec quelque chose. Je ne sais pas si c'est peut-être l'excès de confiance qu'on a eu par rapport aux deux derniers résultats de l'équipe ce soir, c'est l'envie, le manque de détermination. On n'a pas été présent dans les duels, on n'a pas gagné assez de deuxième ballon, et ça m'a dérangé. Ça a dérangé l'entraîneur Patrick Vieira, forcément on peut le comprendre. On passe au prochain match, c'était Angers qui recevait Toulouse. Pas de but dans cette rencontre.
Et ça a fait un 0-0, mais on a vu tout de même un très bon match. Il y a aussi de très bons 0-0. On va entendre la réaction de Stéphane Moulin qui lui dit on prend un bon point face à une belle équipe. Et Alain Casanova, lui par contre, il n'est pas du tout satisfait de ce 0 partout. Essayer de ne pas dénaturer notre jeu évidemment en limitant leurs points forts. Je trouve que ce qu'on a plutôt bien fait, et à l'arrivée, on a eu les opportunités pour gagner, mais aussi. Donc c'est un match nul qui me paraît logique. Moi j'aurais aimé qu'il se termine avec des buts. Malheureusement il n'y en a pas eu. C'était un match je trouve très tactique. Et j'avais dit aux joueurs que ce serait un match qui serait extrêmement serré. Il l'a été. Et c'est souvent sur les détails que ça bascule. Et ce soir, je trouve que les deux équipes ont été extrêmement concentrées, appliquées dans leur plan de jeu. Donc ça a laissé peu d'espace et peu d'opportunités. Voilà, moi je trouve qu'on prend un bon point ce soir compte tenu de la valeur de notre adversaire. Donc nous on a atteint notre objectif quant à la manière d'évoluer. Après évidemment qu'on voulait gagner. On n'a pas réussi ce soir mais c'est pas négatif. J'aurais été très heureux de gagner mais je suis très content d'avoir pris un point. Et ce qui commence à me satisfaire c'est que dans la constance du match, même s'il y a eu parfois on a pris un peu l'ascendant, parfois ils ont pris l'ascendant, je trouve que c'est resté globalement assez constant et ça c'est important. Il n'y a pas eu de creux, il n'y a pas eu de trou où on a subi, ils ont eu une ou deux opportunités eux aussi, mais c'est normal, ils ont de la qualité, hein. Il y a des joueurs de qualité et c'est un bon collectif, donc sur ça je suis satisfait. Notre première mi-temps elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour deux raisons. La première c'est que on tombe sur une équipe d'Angers qui fait une très bonne entame. Une équipe d'Angers qui est très très bien organisée comme toujours, qui est sûrement une des meilleures équipes en Ligue 1 sur le plan de la transition offensive. Donc il faut absolument qu'on fasse beaucoup mieux. On n'a pas à s'enflammer et à être déjà satisfait de ce qu'on fait. On l'a encore vu ce soir, j'arrête pas de le dire, qu'il nous reste beaucoup de travail, beaucoup de choses à améliorer. Les points nous permettent d'avoir une certaine une certaine tranquillité pour mettre en place certaines choses. Il faut qu'à chaque match, on soit capable de se remettre en question et puis à chaque match, on soit capable aussi de mettre en place le jeu qu'on veut mettre en place. Et ce soir, ça n'a pas toujours été le cas, même si sur la deuxième mi-temps, c'était déjà beaucoup mieux. C'était déjà beaucoup mieux pour Alain Casanova sur la deuxième mi-temps. On espère que ce sera encore mieux pour le prochain match, car Toulouse recevra l'AS Saint-Étienne. On en reparlera juste après. On va partir du côté du stade Geoffroy Guichard et là on va s'intéresser à l'AS Saint-Étienne qui recevait le stade Malherbe de Caen. Et c'est Caen qui va ouvrir la marque à la 31e minute de jeu par Faisal Farr. Et Caen mène 1-0 avant que Wabi Kazri sur penalty n'égalise à la 48e minute de jeu. Et c'est finalement Colo qui va offrir la victoire à cette équipe stéphanoise à la 65e minute de jeu sur un gros cafouillage, mais ça permet à cette équipe de Saint-Étienne, alors que Ruffier avait raté son arrêt, avait fait une erreur de main sur le but de Faisal Farr, mais ça arrive. À qui ne fait pas d'erreur. Et là, Stéphane Ruffier en a fait, mais il en a tellement sauvé pour Saint-Étienne qu'on peut évidemment pas lui reprocher. On va justement écouter Jean-Louis Gasset qui lui parle justement de l'erreur de Stéphane Ruffier. Et il a un peu le même avis, bien évidemment, qu'on ne peut rien reprocher à Stéphane Ruffier, tellement il a fait de beaux arrêts depuis qu'il est du côté de Saint-Étienne. Et on écoutera aussi la réaction de Fabien Mercadal qui lui dit il faut se remettre en question du côté de Caen. Quand on a de l'expérience dans le football, on sait que le jour où on fait des erreurs comme ça, ce qui est rarissime chez Ruff, ça engage mal le match. L'équipe mettait de la bonne volonté, c'était un petit peu maladroit en première mi-temps, mais on cherchait quand même à jouer. On s'est procuré 3-4 situations, pas plus en première mi-temps, mais normalement quand on prend des buts comme ça, le match c'est très, très difficile de le gagner parce que les joueurs sont abattus. Et là ça n'a pas été le cas. À la mi-temps, il fallait pas s'énerver. Il fallait continuer à jouer et surtout passer la vitesse supérieure. C'est ce qu'on a fait. On a créé du jeu, on est passé par les côtés, on s'est créé des occasions, on a marqué 2 buts, on a frappé le poteau. Et en plus, on a retrouvé notre public, donc
c'est une bonne soirée. Plus des regrets sur ce match, plus que de la frustration, parce que oui, c'est vrai qu'on a eu des vents contraires avec les 2 coachings à faire en première mi-temps sur des blessures, et puis des blessures dans le même secteur de jeu que celui qui nous était déjà, voilà, qui devenait fragile. Mais malgré tout, on n'a pas proposé assez, même sur la première mi-temps, en tournant, en menant au score à la mi-temps, c'était heureux. Voilà. On a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Pourtant, on l'a bien évoqué à la mi-temps. Voilà, on savait qu'il allait falloir tenir, et puis nous, on avait l'intention d'aller doubler la marque sur une situation de transition. On s'est mis la panique de suite. Voilà, on a le droit aussi d'être ambitieux, on a le droit d'espérer que ce genre de ballon-là, on puisse à un moment donné le mettre au fond en étant un peu moins approximatif. Et je trouvais qu'on était approximatif dans pas mal de domaines, mais quand je dis approximatif, je nous mets, nous aussi, le staff technique, le staff médical dans le lot. Voilà, il faut qu'on se remobilise pour s'améliorer tous. C'est ça qui est super intéressant dans une vie de footballeur, c'est qu'on a un match à préparer pour mercredi, et puis qu'on peut revivre. Bah oui, discours positif de Fabien Mercadal. Et bien sûr, il y aura un match mercredi, ça sera contre Montpellier à 19h. On vous donnera le programme car il y a une journée de Ligue 1 en semaine. On passe cette fois-ci à ce qui s'est passé du côté de Strasbourg. Strasbourg qui recevait l'équipe de Christophe Pélissier, c'est-à-dire Amiens. Et c'est Strasbourg qui va s'imposer 3-1. Et c'est pourtant Amiens qui va ouvrir le score par Émile Kraft à la 45e minute de jeu, avant que Kenny Lala, la 48e minute de jeu, n'égalise pour cette équipe de Strasbourg. Ensuite, c'est Benjamin Cornier, 66e minute de jeu, et Adénon à la 86e contre son camp. Et on aura vu aussi Genzo, le Brésilien, qui est entré, qui était de la partie. Et bien sûr, quand il sera à 100%, je pense qu'il va vraiment créer des situations pour cette équipe d'Amiens. On peut en être certain. On va écouter la réaction de Thierry Lauré, mais avant je vais vous donner celle de Christophe Pélissier, car il n'y avait pas eu de réaction vidéo. Voilà ce qu'il dit, Christophe Pélissier. Mon équipe était bien en place en première mi-temps, la machine s'est déréglée en seconde. Après l'égalisation, on a perdu le fil. 3 buts encaissés comme la semaine dernière, c'est la preuve d'un manque de rigueur. Il faut remédier à ça. La fébrilité du groupe reste un problème. Nous avons été très bien organisés en première période et nous avons eu la chance de marquer. Dès que le Racing a égalisé en seconde période, j'ai senti mon équipe fébrile. Et Thierry Lauré, on va l'écouter tout de suite. Voilà ce qu'il dit. On parle toujours de ce qui ne va pas en France. C'est quand même typiquement français, ça. Parler toujours de ce qui va pas. Bah ouais, mais moi je rebondis aussi sur toi. Voilà, c'est si on a gagné le match, c'est surtout parce qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps, je pense. Donc la première mi-temps, elle se termine sur un fait de jeu, un coup du sort. Voilà, mais la première mi-temps, elle n'était pas mauvaise. Ils n'avaient pas trop d'occasions, pour ne pas dire pas d'occasion. Alors nous, on n'avait pas eu des tonnes non plus, mais on faisait ce qu'on estimait être le meilleur pour nous. Et malheureusement, ce qu'on ne voulait pas surtout est arrivé, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert le score. Donc forcément, il a fallu trouver d'autres solutions. Et les garçons ont répondu présent, c'est ce qui m'a plu surtout, c'est que dès le début de la deuxième mi-temps, ils sont rentrés, se sont dit 2-3 trucs à la mi-temps et ils ont mis de suite leur parole en acte, et ça c'est important. Voilà. Donc de suite on a mis la pression sur cette équipe et de suite on a eu la chance d'égaliser surtout. Donc ça a redonné de suite du peps à tout le monde. Et donc résultat des courses, on a réussi à l'emporter. Voilà, c'est un bon retournement de situation, quoi. Féliciter les joueurs parce que c'était pas évident. On savait qu'il fallait qu'on gagne ce match, pas à tout prix, mais ça aurait fait mauvais genre de ne pas gagner encore ici. Ça aurait fait 3 matchs, c'était embêtant. Donc c'est bien quand même de gagner de temps en temps à la maison, quoi. Donc moi je suis très, très fier des joueurs parce qu'ils ont vraiment une très bonne réaction. Voilà. Et sans paniquer, parce qu'en deuxième période, même si on a joué avec un jeu beaucoup plus tourné vers l'avant, on a concédé très peu d'occasions, quoi, pour ne pas dire aucune occasion. Il y a eu quelques situations, bien entendu, mais pas d'occasion, franchement. Donc ça prouve qu'on peut avoir un jeu tourné vers l'avant et verrouiller la rencontre malgré tout. On est capable de le faire. Ils sont capables de le faire, cette équipe de Strasbourg. Donc on verra dans les prochains jours. Et puis on verra rapidement, puisque Strasbourg se déplacera du côté de l'Olympique de Marseille ce mercredi à 19h. On poursuit cette 6e journée avec Reims-Dijon. Pareil, pas de but dans cette rencontre entre Reims et Dijon. On va écouter la réaction de David Guillon et celle d'Olivier Dalloglio.
Olivier Dalloglio, qui lui prendre un point à Reims, c'est déjà pas mal. C'est ça, c'est qu'on a été très solide, encore une fois, très très bien organisé. On n'avait rien laissé à cette équipe de Dijon qui était venue pour se rassurer, qui pensait qu'à nous aspirer pour éventuellement nous contrer. C'est vrai qu'on n'est pas tombé dans ce piège. Malheureusement, on n'a pas su se montrer efficace, puisqu'on a quand même 7 occasions nettes. Et c'est vrai que là-dessus, on aurait été vraiment heureux de pouvoir marquer. Ça aurait changé le match. C'est vrai que si on gagne 1-0 ce match-là, on dit tout de suite que c'est un super match. Maintenant, avec 0-0, 7 occasions, on est un peu plus frustré, c'est sûr. Tout n'est pas parfait, loin de là, c'est clair. Maintenant, pour résumer, le résultat, il va très bien. Dijon qui se déplace et qui fait un match nul, ça nous va bien, de ramener un point. Après, il y a pas mal de frustration sur l'utilisation du ballon, effectivement. Je m'attendais à mieux, c'est vrai. Ça ne jouait pas ensemble, hein, donc même on a été assez lent pour réagir. On a perdu énormément de ballons anodins, hein, parce que moi j'ai revu quelques images et tout, mais ça semblait bien que ce que j'avais vu la première fois, et c'était bien ça. Perte de balle quand même assez surprenante à 4-5 mètres. Donc voilà. Donc j'ai senti beaucoup de fébrilité dans le groupe. Il va falloir quand même passer à l'étage supérieur de ce côté-là, ouais, parce que c'est techniquement un peu frustrant. Ouais. J'allais presque dire, on s'est retrouvé sur un match techniquement de Ligue 2, à peu près, avec deux blocs qui étaient solides, qui ne voulaient pas prendre de but. Et deux blocs dans l'utilisation du ballon, voilà, il y a eu des fautes grossières des deux côtés. Je pense un peu plus de notre côté, il faut être honnête. On se serait cru dans un match de Ligue 2, comme dit Olivier Dalloglio. Ben oui, Olivier, il nous fait la transition. On y arrive à la Ligue 2. Allez, on va s'occuper des matchs qui avaient lieu ce dimanche. Il y en avait 3 avant justement d'ouvrir cette page Ligue 2. Bien évidemment, on est un petit peu à la bourre parce qu'on a parlé bien évidemment de la Coupe d'Europe, mais c'était important aussi. Allez, on part direction le Stade Rennais qui recevait le Paris Saint-Germain. Le Stade Rennais ouvre la marque face à Paris dès la 11e minute de jeu, face à en tout cas un but contre son camp de Rabiot. Et c'est finalement Angel Di Maria à la 45e minute de jeu sur une belle action collective qui va inscrire l'égalisation avant que Thomas Meunier, 61e, et Choupo-Moting, le nouveau joueur de cette équipe parisienne, n'inscrivent le 3e but à la 83e. Et le Paris Saint-Germain s'impose 3-1. On va écouter la réaction du Rennais Benjamin André. On a essayé, mais c'est Paris. Mais en tout cas, cette équipe rennaise a essayé bien évidemment de faire quelque chose. Et Thiago Silva qui lui revient sur le fait que tout le monde veut battre le Paris Saint-Germain. La place surtout qu'on ouvre le score. Je crois que derrière on a deux belles occasions. Voilà, on n'a pas su les mettre au fond et après on a essayé de lutter. C'était pas facile physiquement aussi. Mais voilà, on a joué le coup à fond. Quand on a encaissé le 2e but, on a quand même essayé d'attaquer. Forcément, après, il y a des espaces. Donc voilà, c'était un match assez ouvert. Et bien sûr qu'il y a de la déception parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Elle est prenable parce qu'on faisait ce qu'il fallait, on faisait le job. Donc ouais, on y a cru. Ça rappelait un peu le match au parc qu'on avait fait fin de saison dernière. Donc voilà, le but juste avant la mi-temps nous fait un petit peu mal aussi. Mais malgré ça... Voilà, je pense qu'on a fait quand même un bon match. Ça se joue, ils sont ultra décisifs devant, on le savait. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon mois d'août. On a marqué un coup d'arrêt à Nice. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que c'est un coup d'arrêt parce que ça reste le PSG. On sait que voilà, mercredi et dimanche, ce seront des matchs très très importants. Et après ça, on pourra faire le... C'était la chose plus importante aujourd'hui, de gagner. Même si ce ne sont pas au courant qu'on n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Mais la chose plus importante, on a fait que c'était la victoire. Il te donne la confiance pour mardi. Et je pense que demain matin, on va réfléchir qu'est-ce qu'on a besoin de faire de meilleur pour essayer de gagner là-bas. Parce qu'on a la possibilité, je crois. Et on va essayer, on va chercher la victoire parce que le premier objectif, c'est finir premier.
Ça, c'est très important, mais on a beaucoup de respect pour cette équipe de Real. Mais on a la possibilité de gagner là-bas. Non, c'est toujours comme ça. C'est toujours un match difficile, surtout les équipes qui jouent contre Paris, ils vont battre Paris toujours. Mais c'est toujours comme ça, c'est le foot. Le Paris, c'est l'équipe que tout le monde va gagner. Mais je crois que même si beaucoup de joueurs qui ne sont pas habitués à jouer souvent, ils ont fait un bon match. Je crois que la deuxième est beaucoup meilleure que la première. Et c'est pour ça qu'on a sorti du terrain avec 3 points. Mais oui, avec 3 points, ça suffit au bonheur des Parisiens. Allez, quelques petites infos avec Pelé qui est sous le charme de Kylian Mbappé. Mbappé, bien évidemment, 19 ans, 3 matchs et 4 buts en Ligue 1 cette saison. Alors c'est vrai qu'il a été très élogieux envers l'attaquant français du PSG lors de la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée en Russie. Et c'est vrai que la légende du football brésilien, en fait, lui a fait un cadeau, un maillot dédicacé de Santos. Alors le joueur du PSG s'est affiché avec la tunique forcément de Santos sur les réseaux sociaux, en remerciant bien évidemment Pelé. Merci pour cet incroyable cadeau, le roi. Voilà ce qu'il a dit. Et Pelé a donné 2 conseils à Mbappé. Alors il a dit de rien. Je pense que tu as quelque chose de spécial. J'ai seulement 2 conseils à te donner. Reste toujours humble et continue de travailler dur. Je suis sûr que tu y arriveras. En tout cas, on l'espère pour Mbappé. Allez, un petit mot aussi sur Neymar qui s'est confié sur son nouveau poste. C'est vrai qu'il s'adapte bien à son nouveau poste de numéro 10. Et c'est ce qu'il dit, c'est une stratégie de l'entraîneur. Il pense que j'ai la qualité pour jouer au milieu. Il m'y a mis et le match a tourné en notre faveur, a commenté le Brésilien. Je pense que le coach a fait ce choix parce que nous avons beaucoup de joueurs qui jouent sur l'aile, comme Di Maria ou Kylian. Je l'ai déjà fait à Santos et à Barcelone, donc pour moi, ce n'est pas un souci. Nous avons une bonne relation, il est jeune. Nous aimons beaucoup sa façon d'entraîner et de parler aux joueurs. J'espère qu'avec lui, nous pourrons réaliser une grande saison. Et bien, en tout cas, c'est de bonne augure. Allez, on va passer à l'avant-dernier match de cette Ligue 1 avec Guingamp. Guingamp qui recevait Bordeaux. Guingamp en mal de points qui devait absolument se reprendre. Et finalement, c'est raté car c'est Bordeaux qui s'impose du côté de Guingamp. 3 buts à 1 avec le buteur Camano, 53e. Ensuite, c'est pourtant Marcus Thuram qu'on connaît bien qui avait égalisé sur pénalty sous les yeux de son papa qui était en tribune, Lilian Thuram. Et c'est ensuite Caramo à la 80e et Nicolas Depréville 90e. Un long ballon, Nicolas Depréville tout seul, mais il n'est pas hors jeu. Et il crucifie cette équipe de Bordeaux. On a entendu des Antoine Camboré démission. Ça fait 3 ans, il est temps de partir. Voilà ce qu'a réclamé une partie des supporters de Guingamp. Mais on va écouter tout de suite la réaction d'Antoine Camboré. Lui aussi, il dit « J'ai honte aussi, à moi de trouver des solutions ». Et Camano, cette victoire fait forcément du bien. Je comprends que le public soit très déçu, très en colère, puis s'en prenne à moi. C'est moi qui suis le responsable, donc ça je comprends. Après, moi j'ai pas à répondre, j'ai juste à faire mon travail, travailler pour trouver des solutions avec mon groupe. Voilà, c'est comme ça. Et j'insiste bien sur le fait que ça chambre, qu'il y ait de la colère. Je comprends, parce que moi j'ai honte aujourd'hui aussi, donc des résultats qu'on a aujourd'hui, mais par contre, ça me motive, ça me donne envie encore plus de rectifier le tir et de gagner le plus vite possible pour calmer un peu la pression sur les joueurs, parce que c'est ça qui m'embête le plus, c'est que ce sont les joueurs qui aujourd'hui sont fébriles, sont fragiles. Je pense que le but nous délivre un peu, ça nous a mis un peu en confiance et je pense que ça a débloqué beaucoup de choses parce que derrière ils étaient obligés de changer de tactique, de pousser, de monter très haut. Et après ils sont revenus au score, donc ils se sont dit qu'ils pouvaient prendre le dessus. Nous on est resté serré, on a fait 2 ronds au moment faible qu'on a eu. Après derrière on a su bien contrer, on a profité des petites occasions qu'on a eues, on a été décisif. On a été décisif pour François Camano. Évidemment, cette équipe de Bordeaux a été décisive plutôt.
Allez, on part cette fois-ci du côté pour le dernier match de cette rencontre, le duel entre les Olympiques, c'est-à-dire l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. L'Olympique lyonnais qui sortait d'un bon match du côté de Man City voulait confirmer sa bonne forme et c'est fait en battant l'Olympique de Marseille 4-2. Et ça commence bien par Oussem Aouar à la 28e minute de jeu avant que Florian Thauvin n'égalise à la 39e. Et c'est finalement ensuite Bertrand Traoré qui va, à la 51e minute de jeu, donner un avantage à cette équipe de Lyon. Et ensuite, c'est de nouveau Bertrand Traoré qui s'offre un doublé à la 60e minute de jeu. Nabil Fekir à la 74e sur penalty. Lyon mène alors 4-1 avant que Clinton Inge à la 92e minute de jeu réduise l'écart. Mais ça finit 4-2. On va écouter la réaction de Bruno Genesio qui lui reste mesuré parce qu'il sait qu'en football ça peut aller très vite d'un sens comme un autre. Et également on va retrouver Rudy Garcia qui lui dit on a fait une deuxième mi-temps catastrophique. Au foot, jusqu'à mercredi, et puis si mercredi ça se passe bien, c'est pour ça que je garde beaucoup de mesures. Je suis très 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 content, très fier de mon équipe, de ce qu'on vient de faire, mais je reste toujours mesuré parce que on sait très bien que tous les 3 jours il faut remettre ça. On est à Lyon, donc les objectifs sont très élevés et on sait très bien que les 3 points de Dijon seront aussi importants que les 3 points de Marseille, donc il faut être capable de rééditer ce genre de performance et si en fin de saison on atteint les objectifs, là on pourra un peu plus parler. On a fait une bonne première et puis par contre on a fait une deuxième période assez catastrophique. Encore une fois, surtout sur le plan défensif, on a eu trop de largesse, beaucoup trop de largesse contre des joueurs de ce talent-là. Voilà, puis après on a même fini à 9 avec un expulsé, un blessé, donc c'était pas notre deuxième période, on va dire. C'était pas la deuxième période pour cette équipe de Marseille avec quelques petites infos. Lyon est l'équipe qui tire le plus en L1. C'est vrai qu'avec 10 buts marqués depuis le début de la saison, l'Olympique lyonnais possède la 5e meilleure attaque de Ligue 1. Derrière Paris 20 buts, Marseille 16 buts, Nîmes 13 buts et Lille 11 buts. Mais l'OL tire le plus souvent au but avec en moyenne une tentative toutes les 4 minutes 38 secondes. C'est ce que nous révèle MaxiFoot selon l'Observatoire du football CIES. Alors le club rhodanien devance Lille 6 minutes et 13 secondes, c'est très précis, et Marseille 6 minutes et 21 secondes. En s'appuyant sur les statistiques de la LFP, le PSG tire en moyenne toutes les 6 minutes et 55 secondes. Parmi les 5 grands championnats européens, seul Manchester City 4 minutes et 2 secondes et la Juventus Turin 4 minutes et 33 secondes font mieux que l'OL. Bon, ça donne un peu le tournis, ces stats, mais pour celui qui aime bien les statistiques, je trouvais celle-ci très intéressante. Autre chose également avec Lyon, Aulas qui réagit au tract odieux des fans. Alors c'est la rencontre bien sûr entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille a été sympa à suivre. L'avant-match a été précédé par une grosse polémique en effet. Un tract signé par les Badgones dans lequel on peut y lire des propos injurieux à l'encontre de Marseille et de ses habitants a circulé dans les tribunes du Groupama Stadium, chose qui n'a pas du tout plu au président rhodanien Jean-Michel Aulas. Voilà ce qu'il répond. Le tract des supporters est ridicule et odieux. Nous avons 1% des supporters qui se distinguent par des gestes ridicules. Nous allons peut-être porter plainte. L'image du club est dégradée à cause de certains supporters. C'est inadmissible, a réagi le boss de l'OL en zone mixte. Aulas aurait pu s'en passer après la polémique du salut nazi d'un supporter du côté de l'Etihad Stadium, du côté de Manchester City, où un supporter a fait un salut nazi en tribune lyonnaise, enfin en parkage lyonnais plus précisément. Bon, je vais pas vous lire le tract parce que je n'en ai pas envie puis que ça rime à rien. Allez, les audiences, 1,6 million de téléspectateurs devant Lyon-Marseille, donc une part d'audience importante pour Canal+, pour les abonnés, sur les abonnés en tout cas, de 33,3%. Donc il s'agit d'un record en Ligue 1 depuis la précédente affiche entre les deux clubs en mars dernier. On va vous donner le programme des rencontres en Ligue 1 qui commencent demain. Demain et mercredi, ils auront lieu.
C'est ça. Demain, on retrouvera pour le début de cette 7e journée à 19h Monaco-Angers, à 19h également Nantes-Nice et à 21h Toulouse-Saint-Etienne. Ce mercredi 26 septembre, Marseille-Strasbourg, toutes les rencontres auront lieu à 19h sauf une. Donc Marseille-Strasbourg, Bordeaux-Lille, Dijon-Lyon, Caen-Montpellier, Nîmes-Guingamp, Amiens-Rennes. Et à 21h, le Paris Saint-Germain recevra Reims. Et vendredi, début de la 8e journée, avec en ouverture Saint-Etienne qui recevra Monaco à 20h45. Le classement en tête, Paris avec 18 points, premier, deuxième Lille 13 points, troisième Montpellier 11 points, quatrième Toulouse 11 points et cinquième Marseille 10 points et sixième Lyon avec 10 points. En bas de classement, on retrouve 18e Nantes 5 points, 19e Amiens 4 points et 20e Guingamp 0 points, mais il n'y a encore pas beaucoup d'écart. On va s'intéresser, juste le classement des buteurs. Florian Thauvin est à 6 buts, il est en première position. François Camano Bordeaux 4 buts et Nicolas Pepe avec 4 buts également, le Lillois.